m'appelle Joe Montoto, je suis le coordinateur de Kelobato, qui est une initiative de deux sociétés, Sodeco Développement, Sodeco et l'UNIR, qui est le Conseil international des entreprises suédoises. Une union qui existe depuis plus de 8 ans de travail où nous avons mis en place des différents programmes pour justement améliorer j'ai un blocage, ça va arriver. Non pas améliorer le capital humain, mais améliorer les conditions de travail dans l'entreprise. Voilà. Et donc, Kelobato est notre initiative pour justement cet objectif-là, l'objectif de pouvoir travailler et optimiser le capital humain pour que celui-ci soit plus rentable et de facto produire plus dans l'entreprise pour aboutir à une contribution au développement de la RDC. Voilà, madame, je commence par vous. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Lorraine, je m'appelle d'un ministre de formation et présidente de Pharma, qui est une société de distribution des médicaments et produits pharmaceutiques au Congo depuis environ 3 mois. Donc, comme vous pouvez vous en douter, je suis entrepreneur. Bonsoir, moi c'est Iram Kalonji, je suis l'associé gérant d'une firme de capital risque et gestion de projet. Et je suis aussi formateur en entrepreneuriat et stratégie. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Je m'appelle Alice Boll, je suis directrice marketing de l'agence de communication, qui est Lydia Communication, donc qui vient de conseil de communication, qui est digital, organisation. Bonjour à tous, je suis Ursula Ndonzele, présidente et cofondatrice de Oja. Oja, pour ceux qui prennent le taxi à Kinshasa, c'est la société qui place des petits QR-codes pour tous nous sécuriser. Voilà, merci. Merci, bonjour à tous, je m'appelle Edwige Takassi. Je suis consultante et DG d'une structure de consultance qui s'appelle Wi-Fi Consulting, Women in Financial Inclusion. J'ai longtemps travaillé dans le secteur bancaire et mon aire d'expertise, c'est la réduction du gap le gap de financement, donc entre les banques et institutions de microfinance et les entrepreneurs, justement. So I'm very excited to be here. Welcome to each and every one of you, wherever you're listening or watching from all over the world. My name is Jenny McClain. Chief Executive Officer of English Transform. And I'm going to just spend a little bit of time with you today asking you a question. How excited would you be if you could ignite your dreams of business ownership? So let's get into this. Just a little bit about my background. I spent 10 years as a United States Marine here in the U.S. As you may know, and you may not, the United States Marine Corps is one of our most rigorous branches of military service. And so I dedicated 10 years of my life growing as a leader, as a commander of men and women. I went from there on to take those same leadership lessons and business building lessons and went to Harvard University, where I studied more about leadership, but also a lot about education. I was very interested in using all of my skills and knowledge to really change the face of education. That then led me to start one of the first all-male public schools in the U.S., and I led that for a number of years. When I got to the end of my experience with school, I decided, as I looked around, that one of the most important things that I learned in that entrepreneurial endeavor was how to grow business, how to expand. We went from 35 boys to 230, and at the terminal at the end, I had well over 65 staff. And so I took all of those lessons of scaling a business, of expanding, of engaging people, of hiring employees, and I took all that and started the company that I currently
led the last 8 years, Leaders Transform. We are a training and leadership development company. We work a lot with leaders, mid-level leaders, as well as a lot with entrepreneurs, helping entrepreneurs build and scale businesses. So I'm coming to you right now from the U.S. in the state of Texas. So I live here at present. And so my question for you is, do you want to change your life, change your family circumstances, or change your community? If you do, entrepreneurship is an incredible way to be able to do that. So wherever you're sitting listening to me right now, if you have a business idea, or maybe you currently have a business, and you're thinking of growing that business, of expanding that business, maybe you want to serve more people in your community, your city, maybe you want to move outside of the DRC and you want to serve other African countries, or maybe you want to take your business global. But if you have an idea or you have a business that you want to grow, there's 3 really important things that are critical to your business success. The first is understanding what problem are you solving, or what solution are you bringing? Now, answering these 2 questions requires an amount of training and development and understanding and good question asking. And so anyone who starts a business, you have to understand, what are you trying to accomplish? What's the problem you're trying to solve? Or what's the solution, maybe to a problem that people don't even understand yet? And so that's the first really important thing as you begin to work to develop a new business. The second really important thing is to understand who is your customer. Now, you may see people, I know when I traveled to Nigeria and I've gone to the marketplace, everyone is selling tomatoes, for example. All the women in the marketplace are selling tomatoes, and this is at one level of business. But if everyone is selling tomatoes to everybody, it's not a really helpful way to engage in business, right? Because there's so much competition. So it becomes really important for each of those people, and depending on what kind of business idea you have to really understand who is your customer. Everyone is not your customer. And the more you understand who your customer is, the better you'll be able to have more impact in your life, your family, and your community. The better you understand your customer, the better you can understand how to price your products or services, where your products and services can be the best, who's going to be coming, when they're going to come. This is another really important part of your training as an entrepreneur and business owner. You really have to be focused on. The third area, especially really for anyone who's in business or anyone who's just living, the third area is to really understand what is your belief about money. Now, I don't know about you, but when I grew up, we used to have here in the US, I don't know if they transferred to the DRC, but we used to have sayings like, money is the root of all evil. Have any of you heard that? Like, you can just clap if you've heard that sound. So, great, thank you. So, money is the root of all evil. Or, wealthy people are evil and bad. Or, here, another one we have here is, money doesn't grow on trees. That idea that there's just not money everywhere. And so those and many others, you may have some that are specific to your cultural, your region, your community. But those ideas about money go right here into our minds. And what they do, if you're a woman, there may be ideas about money or not having money, or having to ask permission to have money. And so those ideas go right here into your brain. And what happens when you start a business
is that all those messages, they start actually affecting your business. So how does that work? Well, for example, if you believe that money is the root of all evil, you will probably always have a very impoverished business. Your business will not make any money because your belief is that money is evil. And so the way you'll do business is a way that will always keep you not making very much money. If, for example, the other belief is wealthy people are immune to evil, so then you'll do it. If that belief is in your mind, that belief will also stop you from expanding your business because there's something inside of you that says, I don't want to become too wealthy because I don't want to be evil. So to start a business, to expand the business, to be able to take your business to other cities or other regions, it's critical that you address this. And this is a part of the training that is very, very, very important to master. And so if we take all of those things, what if you have the opportunity to work on those three areas, understanding what product or service you have, understanding your customer, understanding the money side of the business? What if you got to then be prepared to step in front of maybe some business investors, other potential customers, or companies, and share your idea about your business? Would that be something that might be a little scary to think to stand up and share your business, but imagine doing that, especially as a newer entrepreneur. It's really, really awesome, an awesome opportunity. I've done pitch contests, I've won pitch contests. There are a lot of... For a while, we lost you for a while. There are no questions at the moment. Yeah, we lost you for a while at the end, but don't worry about it. We recorded this session, so we will share the video with everyone. Okay. And what we will do is that we will gather the questions and we will send them to you. Merci beaucoup, Jenny. On peut l'applaudir. Thank you very much. Thank you very much for being here with us. Voilà, donc on disait, Jenny a parlé, elle a expliqué le pourquoi de l'entrepreneuriat. Il y a des questions fondamentales qu'il faut se poser. Alors, je me tourne vers Tony parce que c'était à toi que je voulais donner la parole en premier. Peux-tu nous expliquer à nous quelle est pour toi la place du capital humain dans ton entreprise, en racontant un tout petit peu ton histoire, en disant ce que tu fais et en nous donnant les problématiques, parce que bon, je sais que tu les as probablement eues, les problématiques que tu as eues quand tu as lancé ton entreprise ici en RDC. Merci Joe. Et c'est un honneur. Je sais que je suis entouré d'un panel d'illustres entrepreneurs et entrepreneuses. J'espère que mon histoire sera à la hauteur de ce qui va suivre. Oui, donc de nom Tony Ngumbu, comme je le disais. Donc je dirige une entreprise qu'on appelle Mwinda Technology, Mwinda sans équivoque, qui signifie lumière. Une entreprise que nous avons créée aux États-Unis en 2018 avec comme objectif de venir en RDC et d'œuvrer dans le secteur de l'électricité, des énergies renouvelables. Mais aussi, vu que j'ai un passé un peu dans la finance, on a essayé de combiner l'inclusion financière et l'accès à l'énergie. L'histoire de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une longue histoire. Je vais juste donner la version snippet de juste 3-5 minutes. C'est un long parcours. J'ai quitté la RDC, j'avais 4 ans. Okay. Et donc, j'ai évolué dans la diaspora, Belgique et puis États-Unis. Il y avait toujours ce désir de rentrer. J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'analyste financier, analyste de marché pour une entreprise qu'on appelle Verizon, qui était la plus grande télécom aux États-Unis à l'époque. Aujourd'hui, c'est AT&T. Alors, tout au long de ma carrière, j'ai devenu cadre junior, cadre senior. Il y avait toujours ce désir de rentrer en Afrique et voir qu'est-ce que nous allions faire. Et donc, c'est cette impulsion-là qui éventuellement m'a poussé à explorer différents secteurs. Mais pour moi, mon histoire était particulière dans la mesure où j'ai en fait quitté le corporate après plus ou moins 16 ans.
pour pouvoir revenir en Afrique, et je me suis lancé dans le monde des ONG internationales. Et je rejoins une organisation américaine qu'on appelait International Relief and Development, qui plus tard m'a permis de devenir directeur principal, où je gérais des équipes dans 13 pays. Et j'ai pu travailler dans plusieurs pays africains, en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Et tout au long de ce parcours, j'ai vu que l'énergie était un problème presque universel en Afrique. Partout où tu vas, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, le Sénégal, bon, il y a des pays qui ont un meilleur taux d'accès que le nôtre, qui tournent autour de 9%, mais c'est un problème universel. Alors c'est ça qui m'a motivé à pouvoir me lancer dans ce secteur-là. Mais aussi en termes du financement, on se rend compte que partout où tu vas en Afrique, il y a ce problème d'inclusion financière où les gens n'ont juste pas accès aux instruments financiers. Et lorsque cette idée a commencé à germer, pour finir, je suis quand même rentré faire un MBA, une école qu'on appelle Rice University. Et alors, dans cette école, c'est là où on a vraiment martelé la science de l'entrepreneuriat. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat est en fait toute une science. Il y a toute une science de management, tous les concepts que Jenny était en train de mentionner. C'est des choses qui vous sont martelées. Et d'ailleurs, pour tout entrepreneur ou toute personne qui serait aspirée à se lancer dans l'entrepreneuriat, je conseillerais il y a deux livres. Il y a un livre qu'on appelle Lean Startup. Je crois que beaucoup d'accélérateurs ici le poussent aussi. C'est un livre qui vous montre comment vous pouvez passer très rapidement de la phase d'idée à une phase de pilote. Vous n'avez pas toujours besoin de millions de dollars pour le faire. Et il y a un autre livre qu'on appelle Discipline Entrepreneurship. Ça, c'est vraiment un roadmap, c'est-à-dire c'est un processus qui vous montre de A à Z comment vous avez votre idée, comment vous développez un modèle d'affaires, comment vous le testez, comment vous l'exécutez. Donc, c'est Discipline Entrepreneurship ou entrepreneuriat discipliné par Bill Oletz de MIT. Donc, voilà. Et donc, j'ai eu cette formation. Après, on a lancé Mwinda Technologies. Les pitchs dont Jenny parlait, on a fait des pitchs aux États-Unis et on a été finaliste, on a gagné certains concours de pitch. Et donc, moi, je me retrouve alors de retour à Kinshasa en juillet 2019 pour lancer l'entreprise. La question que Joe pose, la place du capital humain ou de l'être dans mon entreprise et dans l'entrepreneuriat, c'est le socle de tout, c'est le pilier de tout. Nous avions cette phrase durant notre MBA qui disait Great companies are made of great people. Donc, des bonnes entreprises sont faites par des bonnes personnes ou des bonnes équipes. Et il y avait aussi une autre phrase qui disait Whatever your business, you are in the people business. Peu importe ton affaire, tu es d'abord dans le business des personnes, que ce soit à l'extérieur tout comme à l'intérieur. Donc, ça signifie qu'il est absolument capital de pouvoir avoir un capital humain solide. Et lorsque vous commencez en tant qu'entrepreneur, clairement, vous n'avez pas les fonds d'embaucher 1000 personnes. Vous aurez une équipe restreinte où vous allez porter plusieurs chapeaux, vous allez faire plusieurs tâches. Et donc, je pense que ça commence par votre renforcement individuel d'abord. Vous devez être bien formé, bien outillé. Vous devez avoir une vision claire, identifier votre modèle d'affaires et votre clientèle, parce que vous n'allez jamais inciter les autres à vous suivre si vous-même vous n'êtes pas clair par rapport à là où vous allez. Et donc, il faut avoir cette vision-là. Et lorsque vous avez cette vision et vous vous renforcez à l'interne, au fur et à mesure, vous serez à mesure de ramener des personnes autour de vous. Alors, il y a un modèle que souvent je l'entends pas en RDC, c'est un modèle de equity investment. C'est-à-dire, quand vous commencez, si vous avez une bonne idée, peut-être vous n'avez pas la possibilité d'embaucher des personnes plus qualifiées. Parfois, ça en vaut la peine d'ouvrir son capital et de voir si certaines personnes peuvent vous joindre. Je sais que ce n'est pas la norme ici, mais c'est un modèle que moi, personnellement, j'ai appliqué dans mon entreprise. Aujourd'hui, nous avons 19 personnes dans la boîte. Et donc, nous sommes en train de grandir. Et donc, voilà, c'est l'histoire un peu de Mwinda Technologies, c'est mon histoire. Ce que nous faisons, nous faisons le solaire, nous faisons le commercial, le résidentiel. Là, nous développons des microcentrales. Et un autre truc que nous faisons, nous mettons en place un fonds d'investissement, c'est la partie inclusion financière, pour pouvoir permettre l'acquisition d'actifs solaires pour les particuliers et les entreprises. Donc, voilà un peu un petit résumé. Et bien sûr, on pourra en parler un peu plus et répondre aux questions plus tard. Merci beaucoup. Merci. Allô, j'ai pas de chance aujourd'hui.
Merci Tony. Alors de toi, je vais passer à Kelly directement parce que tu as parlé justement du socle. Et sachant que Kelly a tout comme toi une longue expérience de travail et surtout en ressources humaines, mais elle est junior en entrepreneuriat. J'aimerais te poser, Kelly, la question, est-ce que toi, tu as mis l'humain au centre de ton entreprise, au centre de ton idée, ou est-ce que tu as plutôt réfléchi, comme Jenny le disait, as-tu plutôt réfléchi à eu un mindset plus argent? Qu'est-ce que tu as trouvé comme solution à apporter à la RDC, qui aussi peut être une solution d'un point de vue organisationnel dans ton entreprise? Alors, beaucoup de questions, mais oui. Voilà, ça nous fait réfléchir. Effectivement. Merci beaucoup pour la question. En soi, je dirais que j'ai même une déformation professionnelle. Et on fait les ressources humaines, ça veut dire que pour moi, l'humain passe avant tout. L'humain est au centre de toute une organisation. Dans quel sens? C'est que c'est comme l'a dit, j'ai pas retenu le nom, Tony, c'est que c'est le socle. Pourquoi le socle? Je vais essayer d'expliquer un peu comment une entreprise doit essayer d'avancer par rapport à sa vision. Étant entrepreneur, nous ne créons pas des entreprises juste pour le plaisir, non. Ça veut dire que nous avons une vision, nous avons un objectif que nous poursuivons. Mais pour arriver à atteindre cet objectif, on doit se faire accompagner des équipes, et des équipes qui vont dans la même vision que vous. Et ça dépendra de comment vous allez inculquer cette vision aux équipes. Ce qui demande à ce que, en tant qu'entrepreneur, vous puissiez relater cela auprès de vos collaborateurs. Étant RH, et on fait le recrutement, c'est là que moi je place le plus une grande importance, c'est que quand on doit faire le recrutement, d'abord il faut bannir la complaisance. Vraiment mettre de côté la complaisance, savoir être rigoureux. Mettre de côté la complaisance, j'aime bien ça. Oui. Je vais te demander d'aller un peu plus en profondeur, parce que je crois qu'on a tous compris cette complaisance-là. Si on se met dans notre environnement à nous, Congolais, dans notre environnement à nous, notre culture à nous, je crois qu'on a tous compris, mais ce serait important de nous éclairer de ce qui serait effectivement cette complaisance-là, surtout quand tu commences une entreprise. Voilà. Alors, quand on commence une entreprise, comme je l'ai dit, il faut vraiment bannir la complaisance. J'ai ma vision, je sais où je vais. Je dois d'abord mettre sur papier ceux-là que je souhaiterais qui puissent m'accompagner. Pas en tant qu'individu, mais en tant que profil. Quel est le profil que je recherche qui devra m'accompagner? J'aurai besoin et là, ça veut dire que vous êtes en train de constituer progressivement votre structure. Avez-vous besoin, dès le départ, d'un financier? Si oui, que devra faire le financier? Quel sera son profil? Qu'est-ce qu'il devra avoir comme capacité? Qu'est-ce qu'il devra avoir comme compétence? Donc, il faudra y aller vraiment en profondeur sans voir la personne. C'est d'abord voir le profil. Est-ce que, en plus du financier, vous aurez besoin de, je ne sais pas, un RH? Si oui, lequel? Est-ce qu'il devra avoir un niveau junior, un niveau senior? Quel sera le niveau d'accompagnement dont vous avez besoin et que vous souhaitez retrouver dans un collaborateur? Une fois que vous avez fait ce travail, et j'insiste à ce niveau-là, il ne faudrait pas que l'entrepreneur le fasse seul, qu'il se fasse accompagner. Parce que lui, il a en tête son objectif qu'il est en train de poursuivre. Et il court. Il a vraiment besoin d'atteindre cet objectif. Je vais te couper, Kelly, parce qu'on est dans un atelier. Donc un atelier, c'est aussi un débat. Oui. C'est des échanges. Ce n'est pas un panel. Et pour cela, je vais te demander à Ursula, qui aussi a une entreprise qui est relativement jeune. Je vais te demander si tu es d'accord avec Kelly et si tu as fait la même gymnastique que Kelly quand tu as lancé ton entreprise ou pas.
Si tu l'as fait, ok. Si tu ne l'as pas fait, que s'est-il passé? Et quand as-tu peut-être réalisé que tu devais le faire? Ok? Si tu es d'accord avec elle. Si tu n'es pas d'accord avec elle, tu dis ce que tu veux. C'est marrant parce que quand j'entendais Kelly parler, on parle principalement là des employés, mais je pense que ça commence, moi pour le coup j'ai des cofondateurs, donc ça commence déjà au niveau des cofondateurs. C'est-à-dire qu'il est important quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale. Moi je suis plus de la partie de ok, je sais que je suis bonne dans telle ou telle chose et que j'ai des lacunes dans telle ou telle chose. Donc comme j'ai des lacunes sur ces niveaux-là, il faut que j'ai des personnes qui sachent le faire et qui puissent me dire non, Ursula, on va pas faire comme ça, on va faire comme ça parce que c'est comme ça que ça marche bien. Souvent, on dit que quand on a c'est important, en fait, on peut avoir tous les millions qu'on veut, mais si on n'a pas des personnes compétentes qui sont capables de nous dire, en fonction de leurs différents domaines de compétences, la décision qu'on va prendre là est mauvaise parce que X, Y, Z, ça sert à rien. C'est pour ça que c'est très mauvais de faire du micromanagement. En tout cas, ça, c'est mon avis. Qu'il faut absolument avoir comme disait Kelly, des bons profils, déjà au niveau des cofondateurs, qui peuvent nous compléter. Quand je redescends maintenant au niveau des employés, c'est là que ça se... Déjà, si au niveau des cofondateurs, c'est bien, je pense que c'est déjà un pas énorme. Quand on descend au niveau des employés, effectivement, il y a ce côté complaisance, ça c'est vrai. Et on parle de la RDC, mais finalement, ça nous suit en fait. Moi, j'ai pas grandi ici, je suis pas née ici, mais ça vient de mes parents, quoi. Donc cette complaisance, effectivement, elle est là. Et il faut se battre, surtout quand on entreprend en RDC, il faut se battre quotidiennement contre cette complaisance et vraiment, effectivement, prendre des profils. Et quand on rentre dans une phase de croissance, là, c'est un peu notre cas où ça devient très compliqué. C'est marrant parce que quand on commence, on se dit oui, quand j'aurai de la croissance, ça va être dingue, ça va être trop bien. Et en fait, là, on se dit non, mais c'est chaud, en fait. La croissance, c'est compliqué. Et c'est effectivement, c'est là qu'il faut vraiment être discipliné, comme disait Kelly, pour vraiment s'asseoir, structurer les choses et se dire, OK, là, j'ai besoin d'une ressource à tel endroit pour faire telle ou telle chose. Et vraiment, il faut se structurer et effectivement être discipliné. Pas de problème. Secteur d'activité très proche. C'est de la chimie, c'est la vie de personnes entre vos mains, quasiment. Quelle est ton analyse sur l'expertise du capital humain dans ton secteur d'activité? Je te pose cette question avec bien sûr une présomption, parce qu'on a remarqué, je pense que tous ici on a remarqué que dans beaucoup de cas, les pharmacies de coin là ne sont pas réellement des pharmaciens. Et donc toi qui es dans ce domaine d'activité, quel est ton constat? Et aussi, quels sont les freins que tu vis chaque jour par rapport à cela, par rapport au constat que tu as fait? Donc, comme vous savez, on va travailler les têtes de compétences. On va travailler nos têtes sociales. Donc, moi, je suis un peu et donc, vous me mettez en termes de tout ce qui est système de santé, c'était pas robuste en fait, pour moi. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui allait en fait. J'entrais quelque part, peu importe la pharmacie, en termes de conformité. Donc, il faut savoir que dans le pharma, quand on donne un médicament à quelqu'un, on peut tuer la personne en fait. Donc, si on ne connaît pas, si on ne le fait pas correctement, on peut vraiment bêtement tuer quelqu'un. Par exemple, quelqu'un va rentrer dans une pharmacie, prendre un médicament pour un enfant de 2 ans. Si on lui donne un médicament pour quelqu'un qui a 60 ans, l'enfant va mourir parce qu'en fait, il y a toute cette histoire de dosage, par exemple, qu'il faut toujours connaître et regarder. Donc, quand on fait ces études de pharma au Congo, au Congo ou n'importe où, il faut vraiment être très robuste, très clair sur tout ce qu'on apprend.
Donc là, ici, par exemple, j'ai remarqué, enfin, j'ai pas envie d'être méchante ou dire des choses déplacées, mais en termes de compétences, enfin, les pharmaciens qui sortent d'ici sont pas assez calés pour moi pour pouvoir vendre simplement des médicaments, parce qu'ils les vendent comme si c'était des bonbons, en fait. On entre dans une pharmacie, on veut de la mox ou n'importe quoi, on vous le donne simplement, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a... C'est pas une question de vision, pour moi c'est une question de formation. Les gens sont pas suivis. Mais quand je dis vision, en fait, on a parlé de la vision aussi. Si on a une vision purement commerciale et qu'on se dit qu'on entre dans la pharma parce que ça fait entrer de l'argent, je me dis c'est là, la question de vision. Ça veut dire que le propriétaire de la pharmacie, lui va se dire, je mets quelqu'un, cette personne-là, c'est plus un commercial qu'une personne de pharmacie ou un pharmacien. Donc, je dis à cette personne, toi tu vends. Et la personne, elle, dans sa tête, elle a son objectif, c'est ça d'en vendre. Okay. Tu vois, est-ce que c'est pas aussi... Parce que là, tu as dit que les gens n'ont peut-être pas la formation, mais il faut essayer d'aller plus loin et se dire, mais peut-être que la personne, elle a la formation, mais on lui a donné des objectifs. On lui a assigné des objectifs qui vont à l'encontre un tout petit peu de la valeur ou des éthiques, mais son objectif, c'est de vendre. Alors, la faute est à qui? En fait, au final, même en Europe, quand tu as une pharmacie, c'est un business. À la fin de la journée, l'objectif, c'est vendre. Mais en vendant, en tant que professionnel de la santé, il faut vendre de manière conforme et de la meilleure façon possible. On peut vendre, je sais pas, on peut vendre du paracétamol, par exemple, qui est un médicament basique, de l'ibuprofène et des médicaments, des vitamines ou peu importe, à des personnes pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires. On peut pas mélanger ça, par exemple, avec des antibiotiques, avec tout et n'importe quoi, pour gonfler le chiffre d'affaires. Donc, si on a des personnes compétentes qui le savent dans la pharmacie, ils vont vendre tous les produits de confort, par exemple, pour pouvoir gonfler, mais ils vont pas vendre tout ce qui est médicament, donc tout ce qui a un principe actif dans la formule. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est ça qui pose problème. Donc, peu importe ce que le patron peut dire, si on a les compétences et qu'on sait qu'on doit vendre ça et on doit se limiter à ça, augmenter le chiffre d'affaires par rapport à ça, on fera pas ça de cette manière-là. Donc, c'est ça qui est problématique. Vraiment, c'est au niveau des compétences et des formations, parce que la formation, elle en pharma, donc ça change tout le temps. Il y a de la recherche qui se fait en continu. Donc quand il y a de la recherche, on remarque par exemple qu'il y a tel médicament qui peut plus être libéré sur le marché parce que il y a ça et ça comme effet secondaire qui fait que le médicament doit être éliminé du marché. Donc si par exemple au Congo ici, les personnes sont pas au courant que le médicament est supprimé du marché, par exemple parce que ça cause de fausses couches chez les femmes enceintes, ils vont continuer à vendre le médicament alors qu'en Europe, le médicament est déjà obsolète, il ne se vend plus. Donc si on n'a pas cette formation, on continue, et si on ne suit pas tout ce qui est article scientifique, on continue, on ne sait pas être compétent pour ce qu'on est en train de faire actuellement. Et ça me pose problème, parce que ça veut dire que moi, je suis obligée de tout faire. Je suis obligée de m'occuper de la partie pharma, je suis obligée de former les gens pour la partie pharma. En plus de ça, je dois faire la partie commerciale, en plus de ça, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois suivre les gens, en plus, il faut dire ce qui est vrai. Ici, il faut prendre du paracétamol tous les jours pour pouvoir gérer ce genre de choses. Parce que... Mais même moi, je dois prendre du paracétamol. Donc... Il y a peu, c'est de te lancer. Dis-nous pourquoi en fait tu t'es lancé. Est-ce que c'était par rapport à ça, par rapport à une problématique ou un vide, ou est-ce que tu t'es lancé parce que tu t'es dit bon, moi je suis fatigué d'être employé, j'ai envie d'être mon propre boss. Dis-nous, explique-nous un tout petit peu où et comment est-ce que c'est arrivé. D'accord, il y a plusieurs questions dans la question. Peut-être pour démarrer, est-ce que j'ai senti l'importance du capital humain dès le départ dans le secteur? Oui, absolument. Notamment parce que j'ai l'impression que chez les anglo-saxons, c'est intuitivement plus développé. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai travaillé dans un groupe allemand au Ghana et quand je suis arrivée en RDC, et il se trouve que dans ce groupe, Procrédit à l'époque, quand on avait des réunions stratégiques, avant de parler des chiffres, on parlait des personnes, en fait. On parlait de ressources humaines. Et on disait souvent que quand on est DG dans une institution de microfinance ou dans une banque du groupe,
les ressources humaines doivent nécessairement être sous le DG. Le DG peut déléguer, le département finance, il peut déléguer le commercial, mais il ne pouvait pas déléguer les ressources humaines. Ça voulait dire que dans les années où on recrutait une centaine de personnes par an, la totalité des candidats devait être interviewés par le DG. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire en termes de priorisation du temps de travail. Parce que pour recruter 100 personnes sur un an, il faut peut-être avoir 300, 400 candidats qui sont filtrés. Et puis à chaque fois, peut-être on a 200 qui vont être interviewés par le DG et on va retenir les 100. Donc ça signifie que dès le départ, en fait, ce qui était inculqué, c'est que ce qui va faire le succès de notre activité, c'est notre capacité à placer les bons joueurs sur le terrain. Et ça passe nécessairement par les ressources humaines. Donc c'est vrai que très tôt dans ma carrière, j'ai été à cette école-là et donc j'ai continué, même au-delà, quand j'ai pris ma décision de partir. Pour en revenir à ta question, pourquoi j'ai décidé de quitter le secteur bancaire en 2019, il y a 2 ans maintenant, et me mettre à mon propre compte, c'est que je suis arrivée à une situation où j'avais l'impression que ma vision d'aller au-delà, justement, était freinée par la vitesse à laquelle l'institution pouvait avancer dans ce type de vision. Il y a pas que l'aspect ressources humaines, mais il y a surtout l'aspect ressources humaines. Mais là, je vais prendre l'aspect ressources humaines dans toute sa dimension. J'ai une vision par rapport à comment mettre le personnel au centre, mais aussi comment mettre le client au centre. Et il se trouve que certaines fois, quand on a des objectifs de profitabilité à une certaine hauteur, on est obligé de faire la part des choses par rapport aux questions de formation, aux questions de, justement, capital humain. Et j'estime personnellement que lorsqu'on coupe des budgets, le fait que justement, quand il y a crise, les budgets qu'on coupe en premier, c'est RH et marketing, et en fait, on devrait faire l'inverse. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est un peu pour ces raisons-là que j'ai décidé de quitter le secteur et de devenir consultante pour justement amener mes convictions à plus qu'une banque, au secteur bancaire de manière générale. Et en tant que consultante, je sens que j'ai la capacité justement de partager mes convictions. Après, libre à chacun de décider, mais c'est bien d'avoir un son de cloche un peu différent, d'avoir des consultants ou des structures qui amènent aussi les meilleures pratiques telles que ça se fait sous d'autres cieux. Et le secteur bancaire est aussi un secteur où on a besoin des meilleures pratiques. On a besoin de voir les choses un peu différemment que de la façon dont on a toujours fait. On a besoin de disruption, comme on dit. Parce que certaines fois, j'ai l'impression que quand une banque fait quelque chose, toutes les autres suivent. Et il n'y a pas forcément toujours une analyse qualitative par rapport à ce qu'il y a de mieux pour le secteur à ce moment-là. Voilà. Merci. Alors, je vais, avant de laisser Alice, qui a bien réagi à la coupure, je vais plutôt poser à Jemima, c'est ça? Jemima ou Gemima? Jemima. Je vais poser la question à Jemima parce que Edwige a dit ici, elle a dit, quand elle était DGA d'une boîte, d'une banque de la place, on lui demandait de couper le marketing. Maintenant, toi, tu fais le marketing. Comment est-ce que tu vas faire en tant qu'entreprise pour t'assurer d'avoir une rentabilité quand tu es face aux entreprises qui veulent couper le marketing? Parce que ça aussi, c'est une ressource. Vous comprenez? C'est une ressource de pouvoir surmonter les pentes. Alors, comment est-ce qu'on s'arme? Comment est-ce que vous vous armez chez vous pour pouvoir surmonter des armes comme celle-là où vous êtes devant une aiguille qui vous dit non, moi, budget marketing, je peux pas. Déjà, j'ai été dans cette situation parce que de mon background, donc j'étais au Canada, j'ai travaillé pendant un moment. Je suis rentrée, la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, c'est une entreprise en énergie solaire, B-Box, et j'étais leur responsable marketing et communication. Et le corona est arrivé juste après. Donc, 5 mois dans mon rôle, il y a mon DG qui m'appelle, qui me dit « Écoute, Jemima, on va couper ton budget en 2. » Je lui dis « Je comprends pas, qu'est-ce que tu essayes de me dire ?» Il me dit « Non, en fait, tu as ton budget tel qu'il est là, on va prendre 50% de ton budget, on va le couper. » C'était
très difficile pour moi de l'accepter. Pourquoi? Parce que au-delà du fait que il faut gagner des sous, on ne peut pas gagner de sous sans marketing. Parce que le marketing, c'est qui vous êtes, ce que vous êtes, comment vous représentez, comment vous parlez entre vous, comment vous parlez aux clients. Je vais dire ça en anglais, you always have to put your mouth where your money, you have to put your money where your mouth is. Tu vas pas dire que moi, je veux avoir une bonne image, mais tu veux pas investir sur toi-même. Et le capital humain, au-delà que ce soit, comme Tony avait dit tout à l'heure, au-delà que ce soit les agents, c'est aussi nous-mêmes, en tant que responsables. Donc, moi, comment je réagissais à ça, c'était que je lui montrais que chaque sou qui était dépensé, au-delà du fait que ça doit ramener des sous, ça améliore l'image déjà de l'entreprise, et à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça ne fait pas de sens qu'on se dise qu'on veut grandir, qu'on veut s'améliorer, si on ne veut pas investir dans son propre développement personnel. Vincent, tu es une start-up, tu n'as pas d'argent. Comment tu peux investir sur toi-même? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur? On se dit, voilà, il y en a qui ont peut-être $500, il y en a qui ont $1000, il y en a qui ont 2000. Bref, tu as un budget, tu as un capital de commencement, tu as des énormes idées, mais tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de fonds. Comment fais-tu pour justement investir sur toi-même afin de pouvoir faire éclore ton entreprise? Merci, je suis simplement là, Vincent. Déjà, je prends les cas de notre entreprise où je suis le manager. Déjà, je vais essayer de voir Kenny dans ses propositions et Madame Moja. Vraiment, ça m'a beaucoup motivé parce que vos interventions ont plus touché le problème que j'avais. Déjà, au début de notre entreprise, nous l'avons créé lors du Fonds national de la microfinance avec M. Thierry en 2015. Nous avons connu le premier problème était avec mon associé. Du coup, j'avais une forte motivation. Quand on a fini le programme, on a eu une subvention de $10 000. Et lui voyait l'argent, moi, je voyais l'avenir de l'entreprise. Et du coup, on travaille. Le début, c'était difficile. Et lorsque les chiffres ont commencé à régresser, il décide de partir. Il dit, écoutez, moi, je ne veux pas qu'on me poursuive par l'État, alors je démissionne. Et je dois rester seul. Vous voyez ce que ça donne depuis 2015-2016. Je devrais rester seul jusqu'en 2017 pour remonter, repartir à nouveau. Et du coup, j'essaie de regarder un autre problème. J'étais dans l'entreprise le seul qui avait la forte motivation et la vision. Et le personnel que nous avons engagé n'avait pas ma vision n'était pas partagée. Parce que la question de la formation marketing, comme les autres l'ont dit, il fallait que ma vision soit partagée, que ma motivation soit partagée avec le personnel. Premièrement, je vois mon entourage. Je pars avec mon entourage, ils me prennent pour leur ami, ils ne me prennent pas pour leur patron. Je parle, il y a pas, ça bouge pas. Et du coup, les autres, je vais investir même dans la formation, mais après, ils partent. Parce qu'on est des amis. Je prends la famille, je prends ma famille, j'investis sur la famille et ça n'avait jamais encore été facile pour moi. Et la famille, vous comprenez ce que ça va. Quand il voit l'argent, moi, je sais que je ne vais pas l'amener en justice. Et notre problème qui se pose sur le personnel, je vous assure, c'est sérieux. Ça a frappé la vie de mon entreprise et je me rends compte que j'étais le seul qui était motivé et qui voulait aller plus haut et que ma vision n'était pas partagée. Devenir également entrepreneur, c'est arriver à avoir la capacité de dupliquer sa motivation et également sa vision sur son personnel. Et là, j'arrête encore. Je suis parti me former. J'ai appris beaucoup. Je suis allé dans le masterclass, dans le afterwork, tout ça, les conférences, tout ça. Et je reviens sur moi-même. Je me dis, je vais répartir sur de nouvelles bases. Cette fois-là, j'ai défini le manuel de procédure, j'ai créé le poste et je me dis, tu fais ça, tu ne le fais pas et c'est difficile. Et j'ai engagé sans savoir pourquoi je devrais engager. Et tout ça, ça avait un poids sur mon entreprise. Et la pire des choses, c'est que
la dernière expérience, j'ai concours à une compétition nationale de plan d'affaires. On me demande d'avoir, de montrer le preuve de paiement de mon personnel. Il faut que le bailleur de fonds se rassure que j'ai un personnel, mais à travers, par exemple, le paiement, le preuve de paiement synthèse, ou encore avec les hyper chez l'État. Et vous imaginez que j'engage l'argent, j'ai dit, oh, que faudra-t-il faire? Il faut payer. Ok, je me mets en ordre, je négocie avec, comment on appelle, la DGI, je commence à payer pour mon personnel. Et après, ce même personnel pour qui j'ai payé à la synthèse l'argent de l'entreprise, du coup, ils nous déçoivent encore. Mais déjà, tu as commencé à payer pour lui là-bas, tu lui as créé un numéro synthèse et du coup, il part, il te laisse comme ça et tu sens qu'il y a de la charge. Bref, un jour, j'ai rencontré M. Dio à un masterclass à Makutano. Je lui dis, que faudra-t-il faire? Il me répond, du coup, Vincent, venez chez nous. Moi, je ne peux pas venir à Sodeco pour sous-traiter avec un chiffre d'affaires de moins de, pas plus de 100. Chiffre d'affaires de pas plus de 150 000 parce qu'actuellement, avec tous les levées de fonds et notre chiffre a migré un peu, moins de 150 000 $, vraiment, on ne peut pas aller à Sodeco pour sous-traiter. Nous nous sommes dit, il faut travailler, surtout pour nous qui sommes dans la prestation de services, la ressource humaine joue un rôle très important et nous avons un très grand budget pour ces départements parce que sans lesquels l'entreprise, la qualité, le marketing, tout ce qui va, ça va pas répondre. Donc, moi, je pense que le plus grand problème, c'est la capacité de transmettre sa motivation et sa vision dans les groupes ou dans les staffs avec lesquels vous travaillez. Et sans cela, vous êtes voué à l'échec. Merci. Cette question. Cette société, vous vous êtes lancé dans le e-commerce et vous vous êtes lancé pendant le Covid. Ok? T'es fou ou... Maintenant, explique-nous comment est-ce que tu prends ce risque de te lancer pendant le Covid? Pourquoi? Quand tout le monde dit qu'il y a une crise, pourquoi est-ce que toi tu dis, ah, moi, je vais lancer cette entreprise-là maintenant? Ok? Comment est-ce qu'on détecte en fait une opportunité dans plein de problèmes? Merci déjà pour la question, qui est très pertinente. Ça me donne d'abord un problème de vision, un problème de culture et la mentalité en fait. Tout, quand j'ai parlé du mindset, c'est quelque chose qui a résonné avec moi très tôt. Je prendrai d'abord mon exemple avec mon père depuis très tôt. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passait, il me disait toujours deux choses. Premièrement, quand tu vois tout le monde travailler dans une direction, tu ne vas pas dans la même direction que eux, tu vas dans le sens opposé. Et même au top de la politique, quand un politicien dit une chose, il fait son contraire, ou dans l'autre sens. Et du coup, c'est comme ça que j'ai toujours réfléchi. Et puis, en période de crise, tout le monde prend toujours ce sens de vouloir se rétrécir, se renfermer et revenir sur soi-même. Pendant que c'est l'opposé qui est censé se faire. Parce que là, les gens ne vont plus dépenser. Donc, pour chaque dollar que tu dépenses, si avant ça te donnait 3 $ en revenu, maintenant, pour ce même dollar que tu dépenses, plus personne d'autre ne le dépense, ça t'en donne 5, 6, 7. Alors, du coup, on s'était dit qu'on allait se lancer dans la période de la Covid. En plus, on a choisi la date du 30 juin, parce que dans la période de Yabanamboka. Alors, comme on allait dans le sens là, et c'est le jour aussi de notre indépendance, on s'est dit qu'on allait se lancer ce même jour-là. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et bizarrement, tu peux me dire que est-ce que je suis fou pour m'être lancé pendant cette période-là? En même temps, je me suis rendu compte que c'était le meilleur choix, au fait. Parce que ce que ça a fait, c'est que tout le monde était maintenant chez eux. Et le besoin du service qu'on lançait était propice au fait. Et pour la petite histoire, j'aime bien en fait le thème d'aujourd'hui parce qu'on parle des ressources humaines. C'est quelque chose que j'ai eu à expérimenter en me cassant les dents tous les jours. On lance le 30 juin. Le 3 juillet, le premier véhicule de livraison qu'on utilisait, le gars il disparaît avec.
Il dit qu'on a volé le véhicule et tout, et ça part. Après, tu te retrouves toi-même, tu commences à acheter ton propre véhicule. Tu commences à aller faire les achats toi-même. Tu commences à faire les livraisons. Et normalement, on faisait les livraisons de 9h à 21h. Tu te retrouves à cause des embouteillages. À 23h, tu es encore en route. Heureusement, il n'y avait pas encore le confinement et tout ce qui va avec. Et pour la petite histoire, avec cette persévérance, ça nous a permis au fait de gagner une part de marché qui n'existait presque pas en ce temps-là. C'est un peu ça. Voilà. Non, toujours pas. Le gars, il a disparu en plus. Le gars, il a vraiment disparu. Il fallait avoir un GPS Oja, on aurait pu localiser le véhicule, l'arrêter à distance. Donc voilà, faut venir me voir, Imran. J'ai bien dit, il faut savoir miser sur soi, miser sur sa marque. En période de crise, Edwige a dit ici, au lieu de couper le budget marketing, il faut plutôt investir davantage, et tu as crié haut et fort. Donc c'est quelque chose que toi aussi tu as vécu dans ton expérience professionnelle. Aujourd'hui, que peux-tu dire à nous tous? Que peux-tu donner? Donne-nous 2-3 points de ce que toi tu partages avec tes clients, parce que je rappelle que tu as une société de consultance, donc de communication et marketing, justement. Que dis-tu à tes clients? Si maintenant, ici, tu aurais Vincent comme client ou tu aurais Oja comme client, qu'est-ce que tu dirais à ton client en temps de crise et comment est-ce que tu travaillerais avec ton client d'un point de vue humain pour faire comprendre à ton client que c'est important de miser sur le marketing en période de crise? Ça ne sert à rien, la tour suffit. Je sais pas. Notre grande tour suffit et on est là depuis assez longtemps dans le pays. Ne viens pas ici avec des histoires, on n'est pas en Europe ou etc. Donc j'étais choquée. Donc je me suis dit, comme je suis quelqu'un de très persévérante et tout ça, je me suis dit bon, c'est pas grave. Et comme je disais, il faut toujours faire preuve d'ingéniosité. En tout cas, moi, c'est ma façon de gagner tous mes combats, mes challenges. C'est que je leur ai démontré un jour, je suis arrivée débarquée dans le bureau du DG, j'ai dit, monsieur, je peux vous faire gagner beaucoup d'argent. Donnez-moi juste la main, laissez-moi créer votre département marketing, et en un an, on va vraiment parler non simplement de vous, comme quoi il faut toujours être... Le marketing, c'est beaucoup de séduction, hein. Vous allez être très populaire dans la place, et vous allez être un DG incontournable. Ah, il m'a dit, installez-vous. Je vois que vous commencez à m'intéresser. J'ai dit, waouh, j'ai compris comment est-ce qu'il fallait toucher. Et c'est comme ça que j'ai réussi à mettre en place ce département marketing. Et je me suis occupée de beaucoup de choses au sein de cette banque. J'ai même mis une académie bancaire en place parce que justement, j'avais cette frustration en arrivant dans cette banque que tout ce qui était formation, on s'occupait pas de vous. Donc, quand vous venez, on vous déposait, on disait, ben voilà, tu as un cahier et puis tu notes ce que ton collègue fait. J'étais frustrée. Quand on vient dans des grandes compagnies comme chez AXA, où est-ce qu'on va en immersion, on vous forme, à la limite, vous sortez de la journée, après une formation, vous êtes comme une héroïne, vous vous sentez importante, mais là, j'avais l'impression d'être une loque, je me disais, mais bon, ils s'en foutent complètement, etc. Donc, j'ai mis en place aussi cette BBA qui a connu un très, très beau succès, où est-ce que j'ai commencé à montrer, donc, toujours faire preuve d'ingéniosité, et je leur ai dit, écoutez, si vous ne boostez pas dans votre capital, dans le capital humain,
et que ne vous renforcez pas leur capacité, ils ne vont jamais aussi intégrer votre vision. Donc, il faut travailler vraiment ce noyau-là et vous allez voir les performances. Et en quelques années, on a formé près de, à mon avis, 250 personnes sont passées à l'académie et ces personnes-là ont été les ambassadeurs de la BCDC partout. Je l'ai dit trop tard. Je ne l'ai pas dit. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour vous dire que il faut beaucoup de persévérance et dans mon cadre, quand j'ai mis en place le marketing, j'ai commencé avec un budget dérisoire. Quand je n'ose même pas dire le montant parce que je devenais verte chaque fois qu'on me disait, ben voilà, je sais pas, c'est comme si on vous disait qu'on avait $1000 pour communiquer pour l'ensemble du pays. Je me dis, c'est pas possible. Mais il se fiche de moi, donc c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait vraiment preuve d'ingéniosité en mettant des stratégies en place, en leur prouvant A plus B. Je dis, ben voilà, si on fait ça, les résultats seront ça. Donc, ce sera vraiment médiocre. Si on fait ça, on aura ça. Donc, chaque fois, j'ai réussi à me battre chaque année avant de partir. Donc, ça va faire 1 an que je suis partie de la banque, à arriver quand même à avoir un des plus gros budgets de la banque. Et ça a été ma fierté, parce que c'est pas facile, parce que c'est à travailler en plus dans une société un peu machiste avec les hommes, c'est pas facile. En tant que femme, quand vous arrivez, à la limite, on dit bon, avec quoi elle vient, elle. Et puis ce qui était pour moi très honorant, c'était d'arriver avec le résultat. Alors j'ai un parcours un peu atypique. Quand j'ai arrêté donc la banque, j'en avais un petit peu marre aussi, effectivement. Et je n'ai pas pensé directement à faire une société. Je voulais vraiment me retirer et un petit peu faire autre chose. Je voulais être vraiment tranquille, ne rien faire, une année sympathique. Et le premier coup de fil, il va se dire pourquoi je le cite, le premier coup de fil quand j'ai dit stop, j'arrête, je reçois un coup de fil de Multilife qui est ici, le DG, je lui dis que je suis partie, que je ne suis plus dans le milieu financier, que je ne veux rien faire pour l'instant. Mais je vois qu'il insiste, il dit mais non, mais tu pourras m'aider, tu pourras faire ceci, etc. Il avait une opportunité pour moi et il voulait m'utiliser comme consultant. Je me dis, bon, je ne vais pas le répondre. Donc, la première fois, j'ai pris le téléphone et puis après, je dis non. Et je vois qu'il me rappelle encore, il m'insiste. Bon. Et évidemment, j'ai une éthique dans ce que je fais. Je dis, c'est pas sérieux. Je vais quand même pouvoir, ce besoin d'aider son prochain aussi. Ça aussi, c'est un trait de caractère qui est très, très développé chez moi. J'ai dit non, je vais l'aider parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment dans l'embarras, qu'il veut aussi atteindre les targets. Et voilà qu'on s'est lancé dans une aventure qui a réussi. Et qu'on était, en tout cas, tous les deux très, très, très contents. Donc, j'ai fait les choses à l'envers. Je n'ai pas cherché à me lancer, mais face à la demande, à un moment donné, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Alice, tu peux pas nous aider pour ceci? Donc, je me suis embarquée dans des grandes choses jusqu'à hier, j'ai eu une grosse mission en ramenant un gros investisseur belge ici, je peux le nommer, Colruyt Group, qui va s'installer dans un gros projet de reboisement au Congo. Et j'étais fière que une femme du Congo a pu ramener des Belges ici. Donc, je me dis, bon, voilà, on continue dans cette grande lancée. Et voilà, quoi. C'était pour vraiment partager mon expérience. Je pense que Joe, c'est ça le problème avec le marketing. On va dans tous les sens. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à tout, mais comme ça, vous avez vu un petit peu. C'est que Sabine, la société qui travaille à BCDC, est une société familiale, mais BCC, pardon, pas de BCDC, merci, BCC. C'est aussi un autre éléphant. Et c'est une entreprise familiale et la BCDC a été son seul client pendant très longtemps. Et donc, tout comme toi tu disais, aujourd'hui, Sabine va parler un peu plus de ça, mais toi, tu as travaillé en interne pour pouvoir créer quelque chose. Alors, Sabine a ressenti ce besoin-là aussi quand on a échangé un tout petit peu, qu'il y avait beaucoup de travail en interne. Peux-tu nous échanger avec nous et nous expliquer un tout petit peu, du mieux que tu peux et dans le cadre que tu peux le faire, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui et quelles sont tes frustrations de venir dans une entreprise et de sentir que
pensais juste trouver un boulot, rester tranquille. Alors, mon père a eu son premier contrat avec la Banque centrale en 1997. Alors, le vieux, il s'est dit que bon, je travaille avec la Banque centrale, je fais mon travail et puis au fin du mois, je reçois une facture, je suis tranquille. Alors, le problème avec lui, il n'a pas su structurer son entreprise. Alors, imaginez, depuis 1997 jusqu'à ce jour, il était tranquille. Alors, à partir de 2019, le souci en surgit. Parce qu'il y avait le nouveau gouverneur qui ne payait plus les factures et maintenant, il avait de grands soucis. Et par là, le vieux me regarde en disant « Sabine, je sais que tu es courageuse, moi, je pars en vacances. Occupe-toi de mon entreprise. » J'allais faire une crise. J'ai dit « Mais c'est pas vrai, pourquoi tu peux me laisser faire ça ? Oh, je sais que tu peux assurer. » Alors, en arrivant là, comme Madame venait de dire, j'aimerais d'abord souligner le moyen financier ne développe pas le capital humain. Au contraire, c'est le capital humain qui donne le moyen financier. Alors, c'était le problème que mon père avait. Il pensait qu'avec l'argent, il peut tout faire. Je me suis rendu compte que maintenant qu'on n'avait pas de moyens, je voulais trouver des solutions. À l'intérieur de l'entreprise, je me suis rendu compte que le département d'administration, il n'y avait pas de gens qui étaient compétents. On n'avait même pas le département marketing, parce que grâce à marketing, on peut faire connaître l'entreprise et gagner plus de clients. Donc, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de département marketing, il n'y avait pas d'agents compétents et nous ne savons même plus comment faire. Et par là, je fais la rencontre de M. Joe et il m'a expliqué beaucoup de choses. J'ai essayé aussi d'appliquer et je sens que ça marche. Il faudrait d'abord, en étant entrepreneur, il faudrait d'abord développer le capital humain. C'est vraiment important parce que c'est grâce à ça qu'on peut accroître une entreprise. Ishangu va pouvoir en fait accompagner cette masse de Congolais qui sait finalement que la seule possibilité pour elle, c'est d'entreprendre. Mais comment est-ce qu'elle va pouvoir? Et Ishangu a effectivement des solutions par rapport à ça. Donc si tu peux toi aussi à ton tour échanger avec nous, ce serait très plaisant. Ok. Joe, merci beaucoup pour l'invitation, pour la parole. Comment est né ce projet? Ce projet est né d'abord d'une préoccupation. Je suis devenu père de 2 enfants. Oui. Je suis entrepreneur, formateur, consultant. J'ai 2 incubateurs. Le premier s'appelle Terroir d'Afrique. Le deuxième, c'est le Ishango Startup Center. Je forme des jeunes depuis une dizaine d'années, gracieusement. Et voilà, j'ai développé quelques entreprises, notamment Multilive, qui est dans le secteur digital. Voilà. Pour expliquer comment est né le projet, en fait, ce projet est né du fait d'abord de devenir père. Je me suis rendu compte que, bon, j'étais au Congo, je suis revenu au Congo, je vivais au Congo, que j'avais mes enfants qui habitaient au Congo, et que le fait d'avoir vécu un peu partout à travers le monde, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'est jamais mieux que chez soi, au Congo. Et ce Congo a pas mal de problèmes, et l'un des problèmes, c'est cette jeunesse qu'on continue à former chaque année et qui arrive sur le marché de l'emploi, qui est incapable de leur offrir de l'emploi. Donc on a ce paradigme, on se dit, bon voilà, on forme des jeunes chaque année dans notre système académique et après on les déverse sur un marché de l'emploi qui est incapable de pouvoir leur fournir cet emploi. Et donc je me dis, mais ces jeunes-là, il y a de plus en plus de Kuluna, il y a de plus en plus de Shege que je rencontre. Et ces jeunes-là, en fait, représentent 70% de la population. Les jeunes de moins de 35 ans représentent 70% de la population actuellement. Et d'ici 2050, la population de la RDC va doubler. On va arriver à quasiment 200 millions d'habitants. Et 70% de ces jeunes seront des jeunes qui seront sur le marché de l'emploi, sans emploi, au chômage pendant 5 ans, 10 ans, et sans solution.
Et donc, je me suis dit que je devais essayer de contribuer d'une certaine manière à ma façon pour non pas corriger les choses, mais être l'un des contributeurs pour le changement. J'ai eu cette opportunité déjà il y a 10 ans. Et donc, j'ai eu la possibilité de mettre en place le guichet unique des entreprises, la TVA, l'OHADA. Ce sont des mesures qu'on a pu mettre en place avec une cellule de 3 personnes qui s'appelle le CPCAI et qui permet aux jeunes de parler de start-up au jour d'aujourd'hui. Quand je suis arrivé, j'ai voulu créer mon entreprise et j'en étais incapable. Et donc, ce projet-là, en fait, est né d'une collaboration avec l'OPEC que j'accompagne depuis 3 ans. Et de cette collaboration, j'ai pu rédiger une étude sur l'entrepreneuriat. Cette étude, par le fait d'être tombé sur un ministre très, très attentif, a pu être entièrement intégré dans le plan national en entrepreneuriat. Donc, 95% du plan national a été récupéré de l'étude que j'ai pu réaliser en autofinancement, financé en fonds propres. Et dans cette étude-là, il y avait simplement des recommandations simples pour dire au gouvernement, vous n'avez pas d'argent, mais il est possible de développer des actions qui peuvent permettre à nos entrepreneurs de se développer. La première chose, c'est qu'il faut changer de paradigme. Au lieu de continuer de former des futurs demandeurs d'emploi, il faut commencer à former des futurs entrepreneurs, qui seront éventuellement des futurs demandeurs d'emploi aussi, mais d'abord des entrepreneurs capables de former, de créer de l'emploi sur le marché de l'emploi, de créer de la valeur et de contribuer à l'assiette de l'État. Bon, la deuxième problématique qui ressortait de l'étude, c'était les espaces opérationnels et l'accompagnement dont les entrepreneurs se plaignaient. Et donc, de ce fait-là, est né le projet Ishango Startup Center, qui est un complément aux incubateurs et accélérateurs actuels, qui n'arrivent pas à atteindre un degré suffisant pour convertir nos jeunes en entrepreneurs. Parce que les formations durent de 6 mois à 1 an, et c'est insuffisant. Donc, nous, on attend que ces jeunes passent d'abord par les différentes structures d'accompagnement, et on arrive en bout de course pour compléter cet accompagnement d'abord, pour certifier ces jeunes et vraiment garantir, quand vous travaillez avec telle entreprise, vous savez que le top manager est certifié et qu'il a les compétences pour pouvoir gérer son entreprise valablement. Et la troisième plus-value, c'est que le gouvernement s'est engagé à offrir à tous ces jeunes certifiés des facilitations, des passeports diplomatiques pour pouvoir aller pitcher à l'étranger ou lever des fonds, des exonérations sur lesquelles on a travaillé d'abord sur le Startup Act, qui est la loi sur les startups que j'ai appuyé et que j'ai validé avec le ministère des PME. J'ai fait valider avec le ministère de PME en atelier de validation et qui est en cours au Parlement et qui va permettre à ces jeunes d'être exonérés dans les 3 premières années opérationnelles et de ne pas avoir la pression des impôts, taxes, etc. Mais pour clore, en fait, pourquoi le nom Ishango? En fait, c'est la même chose que Kelo Bantu. On a la même philosophie. On se rend compte que il y a une très grande différence entre un jeune de 10 ans aux États-Unis qui est millionnaire et qui dirige une entreprise avec une 50aine de personnes et un jeune qui a 2 masters ici en RDC et qui est au chômage depuis 5 ans. La différence entre les deux, c'est que c'est d'abord l'environnement. Et cet environnement-là, en fait, nous sommes en train de le créer. Aux États-Unis, ils ont pu créer un environnement qui permet à ces jeunes de comprendre qu'ils sont capables de tout. Ils sont capables d'innover. Qu'un jeune de 10 ans, de 14 ans est capable de pouvoir développer l'application qui va révolutionner le monde, de développer la voiture du futur, de développer la fusée de demain. Et nos jeunes sont dans un environnement qu'on appelle un environnement incapacitant. C'est-à-dire un environnement qui leur dit qu'ils ne sont pas capables. Et c'est dû au fait qu'on a été déconnecté de notre culture, qu'on n'a pas de rôle modèle à offrir à ces jeunes-là, et qu'au plus profond de ces jeunes, ils ont une conviction profonde qu'ils ne sont pas en mesure de faire aussi bien qu'un Américain, qu'un Français, que n'importe quel autre jeune à travers le monde.
Donc ça peut être déconstruit. Et le premier cours qu'on donne dans ce Startup Center, c'est un cours d'histoire de l'innovation africaine. Ishango, c'est la première calculatrice au monde. C'est une invention congolaise qui date de 26 000 ans et qui est, comment dire ça, très reconnue à travers le monde. Il y a une mission sur la Lune qui porte le nom d'Ishango. Et ils ont voyagé avec une réplique de cette calculatrice congolaise. Il y a le prix de l'innovation au Rwanda qui s'appelle Ishango et qui a la forme du bâton d'Ishango. Il y a la plus grande agence en intelligence artificielle qui est à la fois américaine et dubaïote qui s'appelle Ishango. Les meilleurs prix qui priment les meilleurs savants mathématiques et physiciens s'appelle Ishango. Et le seul pays où on ne comprend pas l'intérêt de pouvoir apprendre ça à nos jeunes dès la maternelle, c'est la RDC. Et donc on a décidé de changer de paradigme. Et donc dans Ishango, on apprend d'abord cette culture. Et cette culture est peut-être une source d'inspiration pour ces jeunes-là. Peut-être une source de libération de leur créativité et des chaînes mentales qu'ils peuvent avoir au niveau de l'entrepreneuriat, de leur résilience, de leur capacité à s'auto-développer. Et donc, c'est vraiment le point d'ancrage d'Ishango Startup Center. Et pour le reste, les formations sont des formations qu'on peut retrouver un peu partout ailleurs à travers le monde. On s'est inspiré de la Belgique, de la France, de la Suisse. On a été s'inspirer de l'Éthiopie, du Rwanda, de tous les pays qui innovent en termes d'entrepreneuriat. Si je dois en parler, je dois parler pendant des heures. Je pense que je vais plutôt m'arrêter là. Donc, si je dois résumer par rapport à Ishango, c'est l'environnement. L'environnement au niveau mental, d'abord, qui est la base de tout. Au niveau émotionnel, l'environnement au niveau physique. Ça, on peut s'inspirer des structures telles que Facebook, Google. Ils ont compris que l'environnement était quelque chose d'important, de très impactant au niveau de la productivité. Donc, c'est ce qu'on développe également au niveau de cet espace-là. Et donc voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas trop m'étaler, mais c'est une première, c'est un partenariat public-privé. L'objectif, c'est d'en développer 76 à travers la RDC, 6 à Kinshasa, 3 dans les grandes provinces, 2 dans les autres provinces, et former, je l'espère, des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui, à leur tour, pourront inspirer des millions d'autres jeunes et permettre à ce que la crainte que j'ai d'ici 2030 ou 2040, que cette jeunesse-là ne soit pas le fruit, enfin l'objet du déclin de la RDC, mais plutôt la base même du changement de paradigme, du changement d'environnement, du changement de tout ce qu'on peut imaginer au niveau positif pour la RDC. On n'a qu'un seul pays et on se doit de pouvoir travailler pour le développer. Voilà. Merci. Et c'est ce que chacun d'entre vous fait chaque matin quand vous vous réveillez, en pensant à vos enfants, ou à vos enfants futurs, en pensant à vos frères, vos sœurs. Et pour ça, on vous remercie tous. Kelobatou a été justement créé pour être une plateforme de dialogue social entre entrepreneurs, entre employés et employeurs, et aussi un point de rencontre où on peut effectivement apprendre qu'il y a tel endroit d'accompagnement pour pouvoir renforcer les capacités. C'est très important. Donc nous, on ne peut que souhaiter que Ishango et ainsi que toutes vos autres sociétés deviennent les plus grandes et deviennent des exemples pour notre jeunesse qui en a besoin. Donc pour ça, en tout cas, merci à vous tous. Merci pour l'accompagnement. Si vous avez des questions, levez vos mains maintenant. Sinon, je vais clôturer parce que nous avons dépassé le temps. Je n'ai pas de téléphone, donc pas de montre. C'était parfait parce que là, j'ai pu dépasser sans problème. Mais s'il y a
y a quelqu'un qui a une question, posez-la maintenant. Sinon, on va clôturer cette journée et revenir demain à 9h. Vous êtes tous invités à participer demain. Je demande aussi à vous tous, chers frères et confrères entrepreneurs, de venir demain, de partager, d'échanger avec nous, afin de pouvoir, comme tu l'as si bien dit, contribuer au développement. S'implanter au fait au Congo profond, simplement pour le simple fait que moi je travaille beaucoup dans l'intérieur du pays et je suis tout le temps en train de chercher des gens à bosser avec moi sur place. Malheureusement, en termes digital, c'est difficile de trouver la main d'œuvre qui sache utiliser même allumer un ordinateur ou utiliser Word simplement. Alors j'ai entendu vos entreprises qui sont dans le domaine digital, dans plusieurs domaines qui peuvent aider cette population-là aussi, parce qu'ils ont des écoles, ils ont des cours d'informatique, mais il n'y a pas d'ordinateur pour faire la pratique. Alors moi, ce qui me taraude à chaque fois, c'est trouver des gens qui aimeraient bien de faire, comme ça se fait ailleurs dans certains villages de l'Afrique, faire de foyers pour femmes, des auberges de jeunesse, ou soit de centres de formation digitale indépendants qui ne dépendent pas d'une école ou de quoi que ce soit d'autre, qui aimeraient s'associer à une entreprise qui est basée aux endroits en question. Ça aiderait beaucoup la population du Congo profond. Ils en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Parce qu'il y a des endroits où je vais, il n'y a même pas la connexion mobile. Hein. Bon, il y a Connect qui marche quand même, parce que nos entreprises, on utilise Connect. Avec le groupe Oboué, on n'est pas qu'au Sud Kivu, on est au Sud Kivu, au Nord Kivu, dans l'ancien Katanga, parce qu'on est Kolwezi, Likasi, Ituri, Buta, Durba, Aru, un peu partout là-bas. Et chaque fois qu'on a un projet dans ce sens-là, si on a besoin que nous allions faire des formations, ce genre de choses, nous sommes toujours disponibles pour le faire. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que les compagnies sont plutôt malignes et ne vous disent pas exactement quelle est la situation qu'il y a sur terrain. Et c'est là que, par exemple, ça pose un problème pour les gens de quitter la ville pour aller travailler dans les profondeurs. S'il faut inviter des gens pour travailler, il faut leur expliquer déjà quelles conditions il y a sur terrain. Parce qu'on déjà, il n'y a pas de maison, quoi. Tout est en bisé, en chaume. Tu vois, c'est vraiment intéressant que tu le dises déjà. Parce que des fois, tu arrives sur terrain, tu te dis... Mais je ne m'attendais pas à ça. Tu tombes des nues parce qu'on ne t'a pas préparé mentalement. Mais si on est préparé mentalement et qu'on sait, par exemple, qu'on va à tel endroit avec des équipes, mais il n'y a pas A, B, C, D, E, on va vraiment dans la jungle. Dans ce cas-là, on sait qu'on va dans la jungle. Mais si on nous dit qu'on va dans la jungle, mais il y a quand même des infrastructures et qu'on arrive et que c'est la jungle, il n'y en a toujours pas. Hein. Il y en a beaucoup qui habitent dans les couvents et puis il y a certaines sociétés comme le nôtre qui investissent à construire aussi les maisons pour nos travailleurs et nous qui allons travailler sur place. Nous avons eu ce problème dans la construction, surtout des routes, hein, parce que il y a des moments où il fallait quitter la ville pour il faut relier les villes et les mines. Et si tu n'as pas... C'est en fait de là que je disais qu'il faut vraiment préparer les équipes. Si on veut que les gens quittent la ville, si on veut que les entreprises quittent la ville pour travailler en profondeur, il faut vraiment les préparer. Il y a des gens à qui on disait qu'on va on va là-bas, il n'y a pas de lit. On va mettre des tentes, on dort tous par terre. Il n'y a pas d'eau non plus. Il n'y a pas d'eau, on va dormir pendant 2-3 jours là-bas. Et il y en a qui n'arrivaient pas à croire qu'il y a un Congo comme ça qui existe. Oh si. Mais il existe. Donc, pour ne pas m'éparpiller, c'est il faut vraiment préparer les gens. Si vous voulez que les gens viennent vous aider dans ce sens-là, il faut les préparer mentalement.
Non, moi je vais dans le sens où vous créez un projet, vous consultez un partenaire, parce que nous sommes au moins dans 7 provinces, nous avons 7 sites, nous sommes dans les Bassans-Koussou, Mbandaka, Mongala, la Chopo, la Chuapa, Congo central et autres. Alors nous avons des sites au fait dans plusieurs endroits. La terminologie, évidemment, c'est la grande ville de Mbandaka ou Kisangani et autres pour transporter nos produits. Et ça se fait la plupart du temps par l'eau, parce qu'il n'y a pas de route, éventuellement. Mais nous veillons à ce que les pistes que nous faisons qui permettent, parce que nous sommes dans l'agroalimentaire, mais production plus grande, c'est l'huile de palme, le caoutchouc et le cacao. Donc, nous faisons en sorte que nos tracteurs, nos camions et tout ce qui va avec aient au moins une piste où rouler pour acheminer les produits finis, au fait, qui entrent dans nos usines, dans les bateaux pour le transport à Kinshasa, à Boma ou à l'extérieur du pays. En outre, si on a un entrepreneur qui a un projet, par exemple, de venir faire ces genres de centres. On travaille aussi avec FAO et Nabel et tout ce monde-là qui sont vraiment dans le Congo profond aussi. Si cela intéresse et que c'est un projet qui tient la route, qui prend en compte l'environnement global des lieux, là, par exemple, on peut être partenaire, financer peut-être une partie et trouver d'autres bailleurs, parce qu'il y a toujours des bailleurs. Vu qu'on construit des écoles et des hôpitaux là-bas avec les autres bailleurs extérieurs à notre pays, qui ne sont pas des Congolais forcément, et qui viennent et qui connaissent mieux le Congo que nous. Alors, Winnie, elle n'a pas gagné, mais elle était deuxième, donc runner-up. Elle était deuxième de Poésam. Poésam qui est une initiative... Voilà, on va te donner la parole 2 secondes, que tu nous expliques ce que c'est que tu as gagné. Donc, elle n'a pas gagné le prix, mais elle était deuxième, donc elle a quand même gagné. Et c'est une femme, d'abord. Et elle a gagné, elle était deuxième. Et le premier, je ne vais pas le mentionner, parce que c'est elle qui est importante aujourd'hui. Et puis, explique-nous, fais-nous un petit pitch. Hein? Qui veut entendre un pitch? Un petit pitch. OK, et on va terminer avec un petit pitch de 2 minutes où tu nous expliques ce que tu es en train de faire. Et peut-être, tu vois, il y a des gens qui ont de l'argent dans la salle. Donc, et il y a des gens qui encadrent dans la salle. Et il y a des marketeurs dans la salle, des entrepreneurs dans la salle. On ne sait jamais. OK? Voilà, la parole est à toi et on va terminer avec ça. Merci à tous. D'accord. Bonsoir à tous. Je m'appelle Winnie. Oui, je n'étais pas préparée à ça. Je m'appelle Winnie Katengwa. Je travaille chez Sodeiko. Je suis designer graphiste, assistante de Monsieur Nechi. Voilà. Alors, l'idée est partie du fait qu'on avait un sérieux problème en Afrique. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui ne savaient pas d'où ils venaient par rapport à leurs origines, qui ne savaient pas grand-chose par rapport à leur culture. Alors, j'étais en 3e année en 2016, quand j'ai eu l'idée de concevoir une interface customisée Afrique. Donc, j'ai pris une interface Android que j'ai customisée Afrique pour pouvoir donner la possibilité aux jeunes d'apprendre à travers leur smartphone. En 2017, donc j'ai été suivie par le ministère des Recherches scientifiques qui m'a suivie dans ce sens par rapport aux tribus
Donc, je vais essayer d'expliquer d'une manière banale. Essayer de relier chaque tribu et chaque culture à un message ou un graphique qui est lié au smartphone. Apprendre à travers son smartphone. Vous ne comprenez toujours pas? OK. Je vais aller petit à petit. OK. Qui sait comment est-ce qu'on communiquait en transmettant des messages? Tout le monde sait ce que c'est un message. Voilà. Tam-tam. OK? Mais qu'est-ce qu'il y a sur ton smartphone? Qu'est-ce qu'il y a sur ton smartphone? Une enveloppe. Est-ce que cette culture nous appartient? Non. Mais nous, on utilisait le tam-tam. Chaque percussion signifie un message particulier. C'est tout un message, c'est toute une culture. Voilà, comme j'ai 2 minutes, donc je suis allée dans le sens où je devais customiser le système. Donc j'ai étudié chaque icône du smartphone en les reliant à une culture ou à une ethnie africaine. Contact, voilà. Contact. Comment est-ce qu'on prenait contact en Afrique? Non, il y a quelqu'un qui connaît les tribus Xhosa. Vous avez déjà entendu parler des tribus Xhosa en Afrique du Sud? OK, les tribus Xhosa prenaient contact avec leur culture après l'initiation. C'était leur seule manière de prendre contact avec leur culture. Et ce contact, c'est ce qui constitue l'icône contact de mon smartphone. Et donc, je suis allée dans ce sens-là, mais après, il y a eu beaucoup d'évolutions. J'ai été présélectionnée par Orange. Et donc, le projet était tellement grand. Il y avait des applications prédéfinies, il y avait des médiathèques, il y avait des thèmes. Mais après, Orange m'a demandé de concevoir, de rester sur la médiathèque. Donc, j'ai présenté Akilimali. Akilimali qui est une médiathèque axée sur la culture africaine. Donc, il y a des fables, des BD et des livres. Tout ce qu'on ne peut pas avoir, tout ce que professeur Kalala Omutunde a écrit, tout ce que Cheikh Anta Diop a écrit, se retrouve dans ma médiathèque. C'est purement africain, écrit par les Africains. Donc, c'est ce que j'ai présenté à Orange, et Orange m'accompagne dans ce sens. Donc, j'ai gagné le 2e prix, et je suis maintenant au niveau international, donc je vais présenter mon projet international. Donc, voilà. Bon, pas tout que vous avez des Le projet que j'ai présenté à Orange, ou le projet en Orange, c'est Akilimali. Le projet en grand, c'est Android Africa. Ça viendra avec le temps. C'est-à-dire que je n'ai pas d'argent pour commencer avec tout ça. Ouais, on va se parler après. J'ai pas d'argent. Mais je sais que j'ai pas d'argent. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que je collabore avec des auteurs africains, des BDistes. Merci beaucoup. OK, merci. C'est ça les Kelobantu, c'est ça les ressources humaines africaines, c'est ça que nous devons essayer de soutenir. Merci à tous et à demain. Kelobantu.